Welcome. Good morning. Bienvenue, bonjour, bon après-midi, bonne soirée, où que vous trouviez en Asie et ailleurs. Bienvenue à notre webinaire pour atteindre les objectifs de climat à travers la cuisson propre. Alors aujourd'hui, nous avons donc un agenda très chargé avec la présence de plusieurs partenaires. Nous allons donc très rapidement les présenter et nous allons donc parler de l'impact environnemental et climatique, y compris tous les effets relatifs donc à la cuisson propre. On verra également, en troisième lieu, la cuisson dans le contexte donc de l'accord de Paris et des contributions déterminées par les pays. Nous allons également parler des différentes mesures, les vérifications de reporting et l'appui technique nécessaire dans le contexte de la cuisson propre à travers le consortium qui sera donc fourni d'ici quelques mois. Alors, quelques règles logistiques. Avant que nous commencions, veuillez donc soumettre toutes vos questions donc, à la fonctionnalité questions-réponses et non la conversation chat, car nous allons répondre uniquement aux toutes les questions qui sont envoyées donc, dans la fonctionnalité questions-réponses. Si vous avez des problèmes logistiques, veuillez donc envoyer des messages privés donc, à l'animateur. Veuillez également choisir la langue qui vous convient, que ce soit l'anglais, le français ou l'espagnol. Si vous êtes hispanophone ou francophone, vous pouvez donc fermer votre volume original et activer l'interprétation dans la langue qui vous convient. Alors, nous avons également une liste d'acronymes qui seront donc échangés au cours de ce webinaire. Vous pouvez donc rapidement vous référer à cet acronyme pour bien comprendre le bien fondé de ces abréviations. Alors, on va commencer avec la présentation. Nous sommes le consortium pour la cuisson propre mondiale. Nous apportons donc de l'appui technique à l'endroit donc des gouvernements pour atteindre des objectifs climatiques en matière donc de cuisson propre. Nous sommes composés donc de 5 organisations et agences. Nous allons donc vous présenter ces agences et organisations l'une après l'autre. Et d'abord, nous avons l'Alliance de cuisson propre. Je m'appelle Dana Alexander. Je suis la responsable scientifique en chef à CCA. Je travaille également dans la recherche et l'évaluation, aussi bien que l'apprentissage. Je vais également passer le microphone très rapidement à l'endroit de Forrest et Elisa. Forrest et Elisa sont donc les associés principaux pour l'environnement climatique et donc accompagnent ce travail, mais qui sont également responsables dans toutes les activités que nous avons. Nous avons également le directeur en chef, Michael Jackson, au niveau de CCA, qui accompagne ces efforts. Alors, le prochain, nous allons passer la parole à l'EPA, Environmental Protection Agency, l'Agence américaine de protection environnementale. Je m'appelle John Mitchell. Je coordonne l'Agence de protection environnementale des États-Unis en matière donc d'air propre, mais aussi des activités de cuisson. Je coordonne également les activités liées au gouvernement américain avec d'autres agences. Je suis présent avec ma collègue Jessica Croner, qui travaille avec dans le domaine donc de politique, et également Jim Jatter, qui travaille donc à EPA en termes donc de recherche et de tests de laboratoire. Voilà, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Donnie. Alors, j'appelle le prochain intervenant qui va donc représenter l'UNFCCC. Merci infiniment. Je m'appelle Gage Hedge. Je travaille pour la division donc, du changement climatique au secrétariat. Je travaille donc dans l'établissement des normes, aussi bien que les questions réglementaires sur le marché de carbone. Et je suis donc très heureux de me joindre à ce webinaire afin de discuter. Mais aussi, j'ai ma collègue Ariel qui travaille donc dans le centre de collaboration basé à Bangkok. Donnie, vous avez la parole. Merci infiniment, Gage. Alors, Sandra, qui vient donc de la coalition sur l'air et le climat propre. Veuillez activer votre vidéo. Merci. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sandra Cavalieri. Je travaille avec le Climate and Clean Air Coalition au niveau donc du secrétariat. Je suis donc responsable dans le hub de l'énergie des ménages. Je travaille avec les gouvernements nationaux pour aider dans la mise en œuvre de l'énergie ou des cibles en matière d'énergie, donc des foyers pour atteindre
les ODD, mais aussi la santé climatique. Merci Sandra. Le dernier, mais pas de moindre, nous aurons donc Michael Johnson, qui vient donc du groupe Monitoring. Veuillez vous présenter. Merci, Danny. Je m'appelle Michael Johnson. Bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux d'entrer avec vous ici à ce webinaire, ce consortium. Je m'appelle Michael Johnson. Je suis le directeur, n'est-ce pas? Je suis également avec mes collègues, directeurs, avec beaucoup, n'est-ce pas, d'expérience dans le domaine. Nous travaillons avec les organisations internationales, les ONG, aussi bien que les gouvernements. Nous sommes très heureux de partager cette opportunité en termes donc dans le contexte de l'accord de Paris. Nous accompagnons également beaucoup d'efforts à travers les différentes MRV. Merci. Alors, le prochain. Alors, très rapidement, nous allons donc essayer de comprendre le bien fondé de cette réunion et nous allons voir l'importance d'inclure la cuisson propre dans les engagements des pays. Nous savons très bien que l'impact climatique peut avoir donc des conséquences. Enfin, la cuisson propre a donc des avantages climatiques. On va donc en parler. On parlera également des autres avantages. Alors, très rapidement, nous savons très bien que les combustibles utilisent des tonnes, n'est-ce pas, en termes d'énergie. Selon des données ici qui datent de 2015, malgré que ça a été donc activé, ceci reste donc un contributeur essentiel en termes de changement climatique. Alors, nous savons très bien la consolidation à partir donc des solides, des combustibles solides peut donc avoir un impact négatif sur l'environnement. Nous voyons par exemple lorsque nous faisons la collecte donc des combustibles, nous avons donc un impact sur le climat, la biodiversité, sur le contrôle d'érosion, le contrôle des combustibles, mais également les questions de désertification en plus du changement climatique. Vous voyez donc que l'impact est fortement négatif. Il y a des données qui montrent que dans 74 pays tropicaux, nous avons donc ici les effets de carbone qui représentent 4,3% des émissions mondiales. Alors, en plus de l'impact négatif du dioxyde de carbone, mais aussi de la dégradation des forêts, nous savons très bien que les combustibles peuvent avoir donc des effets, non pas seulement du CO2, mais aussi d'autres facteurs. Je ne vais pas donc faire la liste ici, mais vous voyez que c'est très long, mais juste pour vous montrer un peu, par exemple, le carbone noir, donc Sandra va parler. Aujourd'hui, ça a donc un impact très important sur le climat, mais aussi sur la santé. Nous voyons également le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le méthane. Vous voyez donc que ceci peut avoir un impact négatif vis-à-vis du climat. Alors, en plus de tout cela, nous constatons également que la pollution de l'air au niveau donc des ménages est responsable donc des morts prématurées. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une estimation de presque 4 millions donc, de décès à l'échelle mondiale avec l'utilisation des combustibles solides. Ici, ce sont des chiffres de l'OMS, y compris le kérosène, mais aussi le combustible solide. L'Institut IHME a donc un chiffre beaucoup moins important, mais ici, on prend en compte les combustibles solides qui contribuent donc au décès prématuré et à la morbidité. Ici, nous avons par exemple des pays à revenus moyens. Nous voyons que c'est donc le facteur essentiel pour les morts prématurées. Alors, en dehors donc de la croissance, aussi bien que la cigarette, le tabac, ceci constitue donc un impact très important dans les pays à revenus faibles. Nous savons également qu'il y a une bonne nouvelle. Pour transitionner sur des solutions donc, de cuisson propre, améliore donc les conditions climatiques et environnementaux et répondent également aux aspirations des ODD. Ici, par exemple, dans l'ODD numéro 7, nous avons donc un indicateur pour la transition vers des combustibles beaucoup plus propres, mais aussi des facteurs en matière de cuisine propre. Nous voyons par exemple le climat, l'environnement, la santé, les avantages sur les filles et les femmes, aussi bien que les moyens de subsistance. Ceci montre le bien fondé de la transition. On parle donc de l'environnement, mais ici, j'aimerais parler également de l'effet sur les femmes et les jeunes. Les femmes et les jeunes filles représentent
une marge partie, n'est-ce pas, des personnes qui peuvent être sauvées par la transition. Et si on arrive donc à économiser près de 35 minutes par jour, et ceci est également une opportunité lorsque nous faisons la transition vers des combustibles de moins coûteux. Par exemple, en laissant le charbon trop coûteux. Il y a donc de voies et moyens qui peuvent donc accompagner les ODD en plus des contributions déterminées au niveau des pays. Alors, je vais donc montrer à Sandra qui va nous parler donc des polluants climatiques. Merci, Donny. Comme vous savez très bien, la coalition a été mise en place en 2012, renforcée par le programme des Nations Unies pour l'environnement. L'objectif est donc pour réduire, n'est-ce pas, des effets sur le climat. J'aimerais donc réitérer ici que c'est donc un partenariat à l'échelle mondiale et que c'est composé donc de 73 partenaires États et 78 partenaires non étatiques. Nous sommes donc un groupe croissant des pays et d'organisations qui travaillent main à la main pour, n'est-ce pas, lutter contre les effets de la méthane, le carbone noir, HFC, aussi bien que d'autres produits chimiques. Nous sommes donc orientés par notre stratégie de 2030 et j'encourage tout le monde, n'est-ce pas, de se référer donc à cette stratégie de 2030 dans laquelle nous arrivons à travailler avec les partenaires, aussi bien que les autres parties en dehors de la coalition, afin d'atteindre une atténuation de ces polluants à travers 6 hubs sectoriels, mais aussi à travers un hub de planification nationale. Quand je parle donc des hubs sectoriels, ce sont les hubs donc, qui sont dirigés par le Ghana, les Nations et les États-Unis, et ça comprend donc un bon nombre d'organisations et d'autres pays supplémentaires qui veulent donc atteindre ces objectifs que nous avons mis en place dans la stratégie. Alors, à l'instant même, nous sommes très heureux donc d'annoncer l'appel donc à proposition qui va donc prendre en compte la collaboration avec les gouvernements nationaux, mais aussi les secteurs eux-mêmes afin de faire avancer donc l'atténuation de ces polluants. Et ce sera donc divisé en différentes catégories. Et ceci sera donc une opportunité, n'est-ce pas, d'explorer des niches aussi bien que des programmes pilotes qui s'avèrent efficaces. Et ceci pourrait donc être très important pour atténuer l'émission de carbone et de méthane dans le secteur. Alors, pour vous montrer un peu plus en détail sur le méthane aussi le carbone noir, ce sont donc des produits chimiques qui sont plus puissants que le dioxyde de carbone. Et ce sont aussi des polluants donc d'air. Ça peut atteindre donc l'activité agricole aussi bien que la santé. Alors que le carbone noir ici, c'est donc une composante donc de DM2.5 qui peut donc avoir des effets sur les poumons aussi bien que les organes internes, qui peut donc provoquer des AVC aussi bien que des impacts négatifs. Aussi, voilà, ce qui donc crée des milliers de morts prématurées. En plus donc de carbone noir, nous avons donc le méthane autant pour moi, qui ne crée pas de photosynthèse et ceci malheureusement peut aussi engendrer des pertes agricoles. Alors, donc, qu'est-ce qui est motivant par rapport à cela? C'est que cela ne reste que dans l'atmosphère que pendant quelques minutes. Donc, si on peut donc interrompre la source et atténuer les solutions aujourd'hui, nous allons voir donc les impacts presque immédiats pour le carbone noir, mais aussi pour le méthane. Alors, nous apesantissons beaucoup plus sur le carbone noir, ce qui a un impact donc sur le carbone, aussi bien que une force de près de 15 000 fois plus importante que le dioxyde de carbone. Ceci est donc très important en termes de cible afin d'atteindre
nos objectifs. Comme je l'ai dit, donc, le temps de vie ne dure que 12 jours. Donc, aujourd'hui, vous allez voir donc les avantages dans une période très intéressante. Je veux également mettre l'accent sur l'énergie donc de polluants qui représente près de 50% donc des émissions de carbone, ce qui s'avère être une source très importante pour que les gouvernements doivent cibler afin de répondre à ces avantages. Alors, pour les pays qui s'alignent, enfin, qui ne sont pas encore membres de la coalition, n'est-ce pas, de la cuisson propre, je vous encourage donc à y adhérer. Nous avons donc un processus qui est disponible sur le site Internet. Vous pouvez m'envoyer rapidement un courriel. Nous encourageons également tout le monde, les partenaires non étatiques qui sont dans ce webinaire, donc de se joindre donc à ce hub, n'est-ce pas, de l'énergie climatique. Vous pouvez donc nous envoyer le mail au secrétariat et je serai entièrement en contact pour vous donner plus de détails. Nous traversons cette période, n'est-ce pas, de mise à l'échelle, non pas seulement pour les ressources financières, mais aussi la possibilité de créer un réseau le plus possible pour mettre en œuvre, n'est-ce pas, les politiques nationales aussi bien que les contributions déterminées au niveau national. Merci infiniment. Merci Sandra, merci. Alors, pour les prochaines minutes, je vais donc vous parler donc des différentes cibles, aussi bien que les contributions déterminées au niveau national dans le contexte donc de l'accord de Paris. Les cibles dans l'efficacité énergétique, aussi bien que l'énergie renouvelable, mais aussi l'approvisionnement énergétique. Et une bonne partie de ces aspects donc prennent en compte la cuisson propre. Alors, dans ces cibles, dans le contexte des cibles, il faut également que c'est également en étroite collaboration avec l'approche coopérative qui figure donc dans l'accord de Paris. Dans son article 6 de l'accord de Paris, nous mettons l'accent sur la coopération des pays afin de faciliter la mise en œuvre des contributions nationales, d'une part, mais aussi pour renforcer les ambitions climatiques. Et ceci donc reste dans l'optique que l'efficacité des actions climatiques peuvent différencier d'une région à une autre. Ainsi, il est encouragé que l'on fasse de façon collaborative entre les pays et pour une solution de réduction, n'est-ce pas, beaucoup plus efficace. Alors, 87% des différentes parties ont donc soumis leur contribution nationale et ça indique ici la nécessité donc d'une approche coopérative. Certains ont montré également que ceci est un prérequis pour atteindre les cibles d'atténuation et d'autre part, ceci prend en compte les limites qualitatives et quantitatives dans l'utilisation de cette approche coopérative. Il est également très important de noter que les approches coopératives continuent à être de plus en plus importantes par rapport à l'analyse précédente des NDC, les contributions nationales, ce qui représente près de 87%. Et voilà, au départ, c'était 40%. Alors, les approches coopératives ne sont pas une chose nouvelle, n'est-ce pas, dans le domaine climatique. Ceci est né depuis le protocole de Kyoto en 1997 sur le développement propre. Ceci est un terme qui a déjà été utilisé. Et les projets donc, de mécanismes de développement propre ont commencé depuis en 2005. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que près de 2 milliards, n'est-ce pas, de CER ont été fournis et ceci s'est consolidé également en 300 milliards d'investissements sur le climatique, aussi bien que 200 milliards de dollars qui contribuent, n'est-ce pas, au fonds d'adaptation. Alors, dans l'égide donc des mécanismes de développement propre, nous voyons que les actions qui sont réalisées dans un endroit et qui servent également d'exemple dans d'autres pays. Mais dans le contexte des accords de Paris, chaque pays s'est engagé
de prendre une cible sur les contributions nationales, aussi bien que les approches qui diffèrent. Et ça peut également s'avérer beaucoup plus large. Voilà donc les accords de Paris en date de 2015 ont proposé 3 options de coopération. La première, c'est l'article 6.2 dans son mécanisme, qui consiste donc à l'orientation et les approches coopératives qui permettent donc aux pays et aux groupes de se consolider afin d'atteindre davantage d'ambition sur la réduction des émissions dans la mise en œuvre de projets, mais en transférant cela. En article 6.4, ce sont les règles, modalités et procédures pour le mécanisme. Ici, c'est beaucoup plus un mécanisme centralisé, semblable au CDM ou au mécanisme de développement propre. L'article 6.8, c'est donc sur le cadre des approches non liées au marché. Alors, comme vous pouvez le constater ici dans ce diagramme, nous avons le projet des énergies des ménages, aussi bien que les projets sur la cuisson propre ont participé donc au CDM depuis longtemps, depuis 2005, comme je l'ai mentionné. Et le pic s'est accentué beaucoup plus en 2009, mais les projets ont été presque absents du pipeline à cause de la nature de ces projets. Ceci fait l'objet donc de distribution, mais aussi bien que les réductions d'émissions qui peuvent s'avérer faibles et qui couvrent certaines zones géographiques. Par contre, les règles du programme d'activité, selon le conformément au CDM, en 2008 et en 2009, ont été raffinées en 2010. Et ça permet donc davantage de participation dans ces projets. Et comme vous pouvez le constater ici, les programmes d'activité, nous avons près de 73 qui ont été enregistrés en matière donc des fourneaux propres dans les différentes activités. 527 d'entre elles, aussi bien que 30 millions de CR ont été partagés. Ceci permet donc davantage d'activités et ceci réduit le coût du suivi et du suivi, reporting et vérification. Dans l'article 6, nous encourageons donc une transition de ces programmes d'activité et projets d'activité afin de répondre aux nouvelles conditions, mais aussi des crédits carbone qui ont été fournis depuis 2013, ceux qui sont enregistrés en 2013, qui peuvent être utilisés également aux fins de conformité pour les premières contributions nationales. Il y a également des conditions. Néanmoins, les détails donc sur ce point, c'est qu'il y a des dispositions en termes de transition. Alors, quelles sont les implications par rapport à cette transition? Il y a donc le désir, n'est-ce pas, de s'inspirer des projets précédents et d'améliorer donc l'avenir. Au niveau donc du secrétariat de l'ONU triple C, nous avons donc regardé les initiatives donc de cuisson propre dans plus de 55 pays. Et nous avons constaté que dans la plupart de ces pays, nous avons noté donc les bonnes pratiques et les valeurs qui ont été utilisées pour établir une ligne de base, et d'autres hypothèses montrent le bien fondé des différentes littératures. Mais il y a également des domaines d'amélioration, surtout dans la collecte de données. Donc, le gros du travail nous permet donc de nous inspirer de cette expérience et d'améliorer le système pour l'avenir, parce que le mécanisme de l'article 6 a davantage des exigences en matière donc de base comparé donc au CDN. Le mécanisme 6.4 utilise donc 3 options qui établissent donc les bases, et ça peut être les meilleures technologies disponibles, mais aussi bien physiques ou faisable écologiquement, mais aussi le benchmark sur les technologies. Ça peut également s'avérer être des émissions historiques pour répondre aux NDC dans la deuxième partie ou la troisième partie des stratégies de développement des pays à revenus moyens. Alors,
En regardant les méthodologies donc des projets CDM, nous voyons qu'il y a beaucoup d'émissions historiques qui s'appuient sur les lignes de base. En comparaison, nous voyons qu'il y a beaucoup plus d'exigences pour le mécanisme d'article 6. La ligne de base standardisée des CDM, il y a beaucoup qui ont évoqué le bien fondé de la cuisson propre, mais aussi l'application de différentes technologies sur le terrain, telles que les émissions engendrées par ces technologies en utilisant un certain pourcentage de ces dernières. Par contre, l'expérience doit être davantage traduite pour l'utilisation de l'article 6. Prochaine diapo. Il y a également, en plus de la méthodologie, il y a également des exigences sur la conception des projets et d'autres exigences pour que les autres pays puissent participer aux approches de l'article numéro 6. Alors, les activités, n'est-ce pas, ont pris en compte l'étendue, n'est-ce pas, des contributions nationales, aussi bien que la mise en place donc des bases, les coûts, n'est-ce pas, des dispositions sectorielles, parce que parmi toutes ces mesures d'atténuation, ceci devrait donc être en rapport aux contributions déterminées au niveau national. C'est pourquoi le coût doit être pris en compte, tel que le coût des transferts qui n'est plus disponible aux différents pays. Nous conseillons donc, pour que les pays s'engagent dans l'article numéro 6, il faut donc inclure les activités qui doivent être améliorées. Et une fois que les activités sont incluses, comment s'assurer de la disponibilité des données pour l'approche sélectionnée, car il y a davantage de responsabilités pour les autres pays comparé au CDM, c'est-à-dire les pays hôtes peuvent exiger davantage d'approches. Body whenever it comes into existence. And also the effective use of Et également l'utilisation efficace de l'article 6 pour ce qui concerne les rapports détaillés des pays et qui devront être intégrés dans les politiques climatiques ainsi que le cadre institutionnel. Il y aura bien sûr des requêtes pour les crédits, ce qu'on appelle les ITM, et on pourrait également fournir l'assurance qualité pour des projets durables et selon les expériences. Il y a donc une demande assez élevée, comme on a vu dans le passé, ainsi que des méthodologies qui sont utilisées dans différents secteurs, selon donc les paramètres, ainsi que la performance et la rigueur des paramètres. Et tel que je l'ai mentionné, c'est lié également à la qualité. Pour que cette approche coopérative peut être utilisée pour atteindre de hauts niveaux des CDN dans les contributions au développement national. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La bonne nouvelle, c'est que, bien que l'article 6 et les règles ont été donc énoncées récemment au sommet de Glasgow, il n'y a que quelques secteurs qui sont couverts dans ce projet et accueillis particulièrement par la Suisse en ce qui concerne ce projet de biogaz entre le Ghana, le Sénégal et la Suisse. Et la Banque mondiale a entamé des programmes pour appuyer des pays pour la biogaz, ainsi que l'agence suisse pour les réchauds améliorés ou propres, qui sont donc au stade de projet pilote. Et bien sûr, il y a d'autres projets qui sont en cours alors qu'on parle. Et des études sont en train d'être menées et qui montrent que
C'est prometteur. Le marché du futur est estimé à 200 milliards, sinon au-delà même des 1000 milliards, selon donc les études qui ont été menées. Donc, nous avons beaucoup d'espoir pour ce qui concerne les mécanismes de marché pour l'avenir. Mais nous avons la responsabilité d'améliorer, d'accroître la rigueur et la qualité. Merci. Eh bien, merci. C'était donc de bonnes informations de contexte. Et maintenant, je vais parler un peu de la composante des mesures, du rapport et de la vérification. Et c'est une plateforme qui pourrait être utile à plusieurs pays. D'abord, parlons de ce que s'agit le MRV, donc la mesure, le rapport et la vérification. Et ça va donc améliorer la qualité et ça nous permet de quantifier les émissions et ça apporte plus de valeur. Et de manière spécifique, on parle de systèmes pour mesurer et de quantifier la pollution, ainsi que bien d'autres choses, mais c'est important parce que ça nous donne une idée sur le niveau de performance d'un programme, les retours de formation en la matière, et cela nous permet de nous adapter ou ajuster notre programme ou notre projet à une certaine technologie pour donc maximiser votre effort. Donc, il y a ces trois composantes qui sont utilisées et qui alimentent le système et utilisées par les parties prenantes concernées. Ici, donc, il s'agit donc de mesurer les émissions et pour des foyers, par exemple, pour des ménages. Et j'aimerais parler un peu de la façon de calculer cela pour les ménages, les émissions, la consommation de carburant, que ce soit un foyer ou bien une usine. Il y a donc différents scénarios. Donc, pour un ménage, il y a donc des facteurs d'émission associés à une technologie de carburant qui peut être utilisée, tel que le dioxyde de carbone, le méthane, qui sont émis en tonnes. Et il faut également savoir combien de ce carburant est utilisé. Il y aura donc beaucoup de biomasse, du bois, du charbon, des résidus, du biogaz, l'éthanol, ainsi que d'autres technologies, et même l'électricité. Mais on veut savoir combien de carburant est utilisé en général. Et la troisième composante, qui est également important pour quantifier les émissions. Et pour ce qui concerne la biomasse, il faut voir l'aspect de la durabilité de ce carburant, comment c'est recueilli, parce qu'il y a deux émissions qui sont liées à l'aspect de son utilisation, si elle est réutilisable ou non. Et est-ce que ça reste dans l'atmosphère? Est-ce que c'est durable? Et comment cela a un impact sur la forêt et la biomasse. Et bien sûr, il faut quantifier cela. Il faut calculer ces émissions qui concernent le carburant utilisé pour les ménages ou autres entités. Donc,
Voilà ce que nous devons prendre en compte lorsque nous utilisons ce système MRV, c'est-à-dire la mesure, le rapport, la vérification pour les ménages. Pour cette composante, pour un système MRV, il faut donc utiliser des bonnes pratiques pour mesurer cela. Il est particulièrement important pour l'énergie des foyers, des ménages. Je l'avais mentionné tantôt. C'est pas comme une centrale d'énergie. Ou bien un système de génération d'électricité, c'est-à-dire ce n'est pas comme un parc éolien. Mais bien sûr, il y a beaucoup que nous devons prendre en compte, la démographie, les conditions climatiques, l'environnement, quels sont les impacts. Et il y a donc ces différentes sources de variabilité que nous devons prendre en compte. Ça pourrait être unique pour l'énergie des ménages. Donc, pour ce qui est donc des bonnes pratiques, il faut donc avoir de bonnes données, collecter de bonnes données, Est-ce que vous soyez en mesure de quantifier la consommation? Et nous disposons donc d'outils, heureusement, et pour mesurer la consommation de carburant au laboratoire ou bien dehors, en plein air. Et cela peut se faire de manière robuste. Et une autre composante qui est unique pour le carburant des ménages, il y a donc les utilisations, des méthodes d'utilisation de ces réchauds dans les ménages, les différentes technologies également. Par exemple, chez moi, par exemple, j'utilise différents ustensiles pour faire la cuisine. Donc, il faut savoir comment mesurer tout cela. Et en dernier lieu, ce qui est également important, j'ai mentionné cette idée de la fraction de la biomasse qui n'est pas renouvelable. Pardon. Nous avons fait des estimations et si vous avez un chiffre élevé, cela veut dire que votre biomasse n'est pas durable et qu'il y a beaucoup de CO2 qui est émis de ces réchauds ou fours. Bien sûr, il y a des estimations qui sont plus conservatrices. Donc, les estimations sont nécessaires pour faire des calculs plus précis. Et ça nous permet donc de voir comment on peut réduire le taux de dioxyde de carbone et comment réduire ces émissions, que ce soit pour un programme. Mais bien sûr, ce programme devrait donc être efficace et bien sûr, il y a des chiffres réalistes, ça pourrait être 2.5, 2.4. Et ça varie. Et donc, ça nous permet donc de mesurer la qualité de l'air. Bien sûr, on veut mettre en place un système de mesure pour les ménages. Bien sûr, ce sera différent selon les pays, ce système de mesure, de rapport et de vérification. Bien sûr, on peut faire des mesures sur le court terme, sur le moyen terme, mais ce système MRV est très important. Ça nous permet donc de quantifier la réduction des émissions
Donc, des mesures assez simples. Par exemple, la collecte d'informations, le type de carburant utilisé, le type de four, de cuisinière utilisée. Si c'est des gaz liquéfiés, si ce sont donc des gaz de pétrole liquéfiés, et bien sûr d'autres types de carburants utilisés. Il y a donc beaucoup de composants de considération à prendre en compte en ce qui concerne l'utilisation de ce MRV. Et ça nous permet donc de quantifier les réductions de carbone. Prochaine diapo. Brièvement, l'un des outils que j'avais mentionné, nous avons donc des outils qui sont standardisés, que les pays sont en train d'adopter ou ont déjà adopté dans le secteur de l'énergie. Bien sûr, nous avons développé ça au niveau de notre communauté. Donc, nous avons développé ces outils. Ce sont donc l'un des meilleurs outils pour tester les cuisinières. Nous avons donc des protocoles harmonisés pour le test au laboratoire, ainsi que des approches standardisées pour mesurer l'efficacité et la consommation du carburant. Donc, nous avons ces standards internationaux qui sont utilisés. Et bien sûr, c'est un processus rigoureux. Avant que cet outil soit approuvé, nous avons donc dû passer un processus assez rigoureux. Et beaucoup de pays sont en train de les adapter ou l'ont déjà adapté, mais toute organisation ou pays peuvent les utiliser, sont disponibles, que ce soit que vous soyez partie des pays qui suivent le ISO, donc les normes, les standards internationaux, ou non, vous pouvez donc utiliser ces outils. Ça nous permet donc de mesurer et quantifier la consommation, les émissions des différentes cuisinières, leurs performances. Et bien sûr, au fil des années, on peut les améliorer et ça nous permet donc d'améliorer les cuisinières. Prochaine diapo. Pour résumer, le système MRV nous permet donc de mesurer ces émissions et même de réduire les émissions. Ici, nous avons deux parties ici. Il y a la science, les bonnes pratiques, les bonnes estimations sur les émissions, les différentes technologies de cuisinières, l'émission par ménage, par an. Oui, c'est vraiment bien d'être en mesure de mesurer tout cela. Et ça nous permet d'être un peu plus précis. Mais d'autre part, un cadre de MRV sont utilisés par certains pays. Et c'est bien d'utiliser ce système au lieu d'avoir plusieurs types de systèmes avec différentes estimations et qui pourraient prêter à confusion et qui pourraient même diminuer
les valeurs, les émissions que nous mesurons. Donc, nous avons donc de bonnes pratiques et de bonnes sciences que nous utilisons, mais nous avons également une approche commune qui est donc ce MRV qui nous permet donc d'avoir une bonne mesure. Donc, voilà, de manière générale, c'est comme ça que nous avons envisagé ce système MRV, donc système de mesure de rapport et de vérification. Mais comment est-ce que nous allons donc appuyer les pays qui vont se lancer sur cette voie? Donc, je donnerai la parole à Elsa pour nous donner certaines spécifications. Merci. Nous avons donc un consortium qui nous appuie sur le plan technique, qui sont présents ici et qui seront avec nous. Et nous les appelons les 4C, donc la cuisine propre et le changement climatique. Beaucoup d'entre vous, vous nous rejoignez des pays. Ce sont 7 pays qui ont donc des cibles claires, d'énergie propre, et également qui travaillent sur les contributions au développement national, également qui s'attaquent au problème de la pollution, de l'énergie au foyer, et sur lequel on peut ajouter les activités de cuisine propre pour donc réduire les émissions. Et ici, c'est vrai pour votre pays, et si vous ne figurez pas sur cette liste, faites-nous savoir pour que nous puissions mettre à jour cette liste. Et pour les mois à venir, nous allons cibler ces pays, bien sûr, mais nous allons bien sûr aller au-delà de cette liste. Autre chose que nous faisons au niveau du 4C, il y a donc 2 documents d'orientation. D'abord, c'est un cadre d'introduction pour les MRV dans le contexte de l'accord de Paris, qui énonce les détails et les orientations présentées par Michael, et ensuite une feuille de route pour réduire les émissions. Donc, c'est toujours sous forme de projet, ces documents. Donc, après ce webinaire, nous allons vous envoyer ces documents pour tous ceux qui vont participer à ce webinaire et de vous inviter à nous donner des retours d'informations qui pourraient nous être utiles et pour les améliorer, pour que nous puissions répondre à vos besoins au fur et à mesure que nous avançons. On voudrait les rendre plus utiles selon votre besoin et de commencer cet appui technique que nous fournissons, d'entamer cet appui technique que nous fournissons. Il y a donc ce document d'orientation qui peut être utilisé par vous et on peut vous appuyer sur le plan technique en profondeur pour les pays qui sont dans le processus de les mettre en œuvre, et ainsi que de formuler vos préoccupations en la matière. Nous avons donc un formulaire en ligne que vous pouvez remplir si vous avez besoin d'un appui technique, ainsi qu'un cohorte de 10 pays de ce groupe, et nous allons collecter toutes les questions des pays et engager les experts pertinents et d'offrir un tutorat pour essayer de fournir des éléments de réponse à vos questions et d'échanger. Et nous allons donc partager le lien dans la boîte à messagerie maintenant. Et si vous souhaitez le cliquer, vous pouvez donc le cliquer et remplir ce formulaire après notre session. Et vous pouvez donc nous le renvoyer au lien ou à l'adresse que nous allons partager avec vous. Donc, cette organisation de 4C n'a pas travaillé de manière isolée.
Nous sommes vraiment reconnaissants et très chanceux d'être en mesure de travailler avec d'autres partenaires qui ont partagé leur expertise sur la cuisine propre, sur le climat, qui nous ont fourni des orientations, des soutiens, recommandations et des retours d'informations sur tous nos plans, nos matériels au cours de l'année dernière. Je vais les inclure ici pour simplement partager ces informations avec vous sur les informations que nous ont fournies et comment c'est pertinent au travail que nous faisons ici. Il s'agit donc des partenariats des EDN, la Fondation, NDEV, ainsi que d'autres organisations. Et j'aimerais tous les remercier qui nous ont vraiment aidés. Par exemple, le PNUD nous ont permis de tenir des consultations avec les parties prenantes et aussi sur la façon d'offrir le meilleur soutien possible. Et vous pouvez en apprendre davantage sur les programmes que tous ces partenaires ont offerts. Et sur ce, maintenant, nous allons passer à la session de questions et réponses. Nous avons déjà reçu des questions de tous nos présentateurs, donc je vais faciliter cela. Et j'invite donc les présentateurs ou exposants à activer leur caméra pour lorsqu'ils répondent, pardon. Donc, j'ai deux questions pour vous, Sandra. Comment les pays peuvent obtenir le soutien du CCAC, donc cette coalition pour le climat et leur propre? Oui, merci. Je vais aller un peu dans les détails. Donc, d'abord, une des façons de savoir si votre pays fait partie de la coalition, vous pouvez donc consulter le site web et il y a donc un lien dans la boîte à messagerie que vous pouvez voir. Cliquez sur ce lien, donc vous serez en mesure de voir les 73 États partenaires. Et pour ce qui concerne le montant en millions de dollars, en ce qui concerne l'aide publique au développement, il y a donc ce processus qu'il faut remplir, donc l'expression d'intérêt ou manifestation d'intérêt. Vous pouvez donc consulter le point focal sur cette affaire pour en savoir plus. Bien sûr, vous pouvez mettre à jour votre manifestation d'intérêt, le type de soutien que vous souhaitez pour mitiger donc les émissions. Donc, si vous manifestez un certain intérêt, vous pouvez me contacter. Et la façon dont on s'organise, c'est qu'il y aura 3 types de programmes. Et chacun de ce programme aura donc une enveloppe de 3 millions de dollars pour appuyer les gouvernements nationaux en ce qui concerne leurs besoins concernant les polluants climatiques de courte durée ou de courte vie et également la mise en œuvre des CDN, de la contribution au développement national, ainsi que leur plan pour la mitigation et la requête en la matière. Donc, ce sera donc initié par les pays en ce qui concerne cette demande. Deuxièmement, cette enveloppe, c'est pour appuyer le gouvernement dans les secteurs spécifiques. Si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez donc formuler cette demande. Ce sera donc une enveloppe de 3 millions de dollars. Et une troisième enveloppe de 3 millions de dollars pour faire avancer les travaux dans nos différents secteurs. Par exemple, dans l'énergie, nous avons donc une stratégie d'engagement pour l'énergie au foyer. Je peux partager
le lien avec vous en ce qui concerne cette stratégie d'engagement. Et ça, c'est le document le plus important pour nous. Donc, l'énergie des ménages, parce que ça souligne les opportunités à travers cette coalition pour le climat et l'air propre. Et également, ça nous permet de sensibiliser, de mener la sensibilisation sur ces questions. Bien sûr, les appels à propositions sont prévus pour juin, juillet. Ça, c'est un nouveau processus pour nous. Nous sommes en train de finaliser ce processus avec notre conseil d'administration. Et si votre pays est un membre et si vous ne savez pas qui est votre point focal, vous pouvez me contacter et je vous mettrai en contact. Je vous ferai correspondre et vous serez donc mis à jour sur ces questions. Et les diapos seront envoyés après le webinaire ainsi que les informations, les contacts vous seront également envoyés. La prochaine question, c'est pour vous, Dan. And bundle projects under the cooperative approach. And I assume this is in the Paris context we're discussing. Dans le contexte de Paris. Merci. Elisa, vous avez posé une question très importante. Et oui, en définitive, cette approche coopérative a été conçue aux fins de participation des secteurs privés. En fait, certains projets pilotes ont montré donc l'engagement du secteur privé et ça peut donc se passer à différents niveaux. Il y a certains modèles qui prennent en compte des accords entre pays, aussi bien qu'au niveau donc des décideurs, ce qui donc établit donc l'approche majeure en termes de coopération. Et à l'intérieur, nous avons également plusieurs accords avec plusieurs acteurs pour mettre en œuvre beaucoup de projets. Donc, en définitive, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour la participation du secteur privé, car nous savons que le secteur privé, à lui seul, ne peut pas financer toutes ces activités. Elisa. Oui, Gage, merci. En tout cas, merci pour la clarification. Merci également pour l'encouragement. Michael, la prochaine question s'adresse à vous. Vous avez parlé donc de la cuisson propre dans votre présentation. Alors ici, nous avons une question à plusieurs sens. Quels sont les combustibles qui peuvent être financés dans ce mécanisme? Vous avez par exemple dit, est-ce que la cuisson électrique en fait partie? Est-ce que la cuisson qui est différente donc de la biomasse en fait partie, selon vous? Question très, très intéressante. Et il y a beaucoup d'excitation, n'est-ce pas, autour de cette question donc de cuisson. Alors, des nouvelles études et du travail sur le terrain ont montré donc le potentiel, y compris des technologies, mais aussi des voies et des moyens pour des moyens technologiques beaucoup plus efficaces. Effectivement, la cuisson électrique peut être incluse. Un autre aspect également est que la puissance générée, produite, peut venir d'une autre source, c'est-à-dire à partir de la production électrique, ou bien l'énergie renouvelable, ou bien les émissions qui seront causées, ou bien pour la production électrique liée au réseau. Il y a des mécanismes dans ce cas. Il y a également des voies et moyens pour tracer un peu les effets. Et comment mettre un compteur à l'intérieur donc des technologies de cuisson. Nous saurons par exemple quelle est la quantité à laquelle il faut donc s'attendre, ou bien l'énergie consommée, etc. Donc, c'est une façon donc de mesurer cela. Il y a aussi de nouvelles méthodologies pour le biogaz. Il y a des technologies qui existent depuis longtemps et
qui n'ont pas encore été totalement incorporés dans, n'est-ce pas, la mesure donc des émissions. Voilà, je pense que dans la production donc de biogaz et la production donc des émissions, nous pensons que ceci entre en compte dans la production donc de biogaz. En tout cas, nous sommes très heureux donc d'inclure cela dans le cadre. Donc, essentiellement, je pense que tout combustible qui contribue donc à la réduction d'émissions peut être inclus, mais il faut également prendre en compte les impacts et l'utilisation des technologies. Merci, Michael. And a somewhat related question for Donnie. Alors, une autre question qui s'adresse à Donnie. What Donnie, fuel combinations provide quelle combinaison, n'est-ce pas, de fourneaux donne beaucoup plus d'énergie verte vis-à-vis du climat? Bon, écoutez, c'est une question très compliquée. En général, quand nous parlons par exemple des bases et de la transition donc vers les combustibles liquides qui fournissent autant pour moi de meilleurs résultats en se débarrassant de la biogaz et de l'éthanol, qui sont donc les meilleures solutions pour l'environnement et pour l'énergie qui est générée de façon durable. Voilà, donc ceci constitue l'une des meilleures solutions. Mais étrangement, la consommation donc des gaz LPG sur la ligne de base peut également être avantageux, non pas seulement parce que, comme Michael l'a dit, quand on parle de la fraction, n'est-ce pas, de biogaz, ou bien sur la pérennisation donc de la source de combustible, je pense que du fait que, en général, il y a donc une fraction qui est récoltée, nous voyons donc la transition vers les gaz LPG et même dans le cycle de vie donc, du transport des gaz LPG, je pense que c'est donc un avantage climatique. Et d'autre part, quand on parle un peu des fourneaux beaucoup plus sophistiqués, nous voyons donc aussi qu'il y a un avantage climatique, comme on peut le constater également en termes de biomasse. Alors, pour les combustibles beaucoup plus propres, il faut donc essayer de trouver des fourneaux à biomasse les plus efficaces. Merci, Donny. Je pense que c'est un très bon rappel parce que le climat, n'est-ce pas, et la santé peuvent aller ensemble. Il faut voir si c'est efficace pour le climat, si c'est également important pour la santé. Il faut donc atteindre les deux objectifs, n'est-ce pas? Alors, Sandra, on revient vers vous. Vous avez des questions de suite, de suivi, n'est-ce pas, par rapport à la coalition? Il y a une question à double partie. La première est, est-ce que l'appui accompagne donc la ligne de base préalable pour les ménages? Est-ce qu'il y a aussi des opportunités pour les entités gouvernementales ou bien pour les entités privées? Qui est éligible pour la demande donc de ce financement? Alors, comme je l'ai mentionné, en fait, les détails sont en cours d'élaboration, donc je ne voudrais pas partager des informations erronées. En tout cas, je préfère donc attendre la finalisation donc de ce document sur les spécifications, mais la cible, ce sont les gouvernements nationaux. Nous comptons donc travailler avec les gouvernements, aussi bien que les acteurs de mise en œuvre qui collaborent avec les gouvernements. Voilà, désolé, je ne peux pas ajouter davantage de détails en ce moment, mais s'il vous plaît, gardez l'écoute car d'ici peu, le document sera finalisé. Alors, concernant le niveau donc des ménages, je pense que ceci s'inscrit, n'est-ce pas, avec les cibles établies par les gouvernements sur comment est-ce que nous pouvons accompagner les gouvernements pour atteindre leurs objectifs. Donc, je pense qu'ici, c'est beaucoup plus, la coalition recherche beaucoup plus ce type de changement transformationnel, aussi bien que des opportunités qu'on peut fournir pour aider les gouvernements à avancer plus vite dans leurs objectifs.
Ainsi, je pense que c'est ça, selon les contextes. En tout cas, nous allons donc rechercher à voir comment accélérer le travail dans ce cadre de partenariat, n'est-ce pas, en faisant ça, en s'assurant que les choses avancent. Et comme je le dis, une fois que les informations seront donc disponibles, c'est ça donc à la disposition de tout le monde sur le site Internet de la coalition, de l'Alliance sur la cuisson propre, pour plus d'informations. Merci. Alors, Gage, est-ce que vous êtes prêt? Nous avons besoin de quelques détails, des détails de votre part, parce que voici une question qui vous est adressée. Par rapport à la transition des activités de CDM, par rapport à l'article 6, première partie, est-ce qu'il existe des dispositions sur l'utilisation des méthodologies actuellement pratiquées, telles que AMS2G, concernant les projets donc, de fourneaux propres? Et la deuxième partie, étant donné que les projets de cuisson propre sont entreprises comme étant des activités de programme, est-ce qu'il y a des dispositions précises sur des processus beaucoup plus rapides et beaucoup plus simplifiés en termes de transition? Merci, Elisa. En effet, pour les projets actuels et pour les activités des programmes, enfin, les programmes d'activité autant pour moi, on peut donc utiliser certaines méthodologies qui ont déjà travaillé jusqu'à la période escomptée, en tout cas jusqu'à l'horizon 2025, c'est-à-dire après la date à laquelle la nouvelle méthodologie sera donc approuvée par les nouvelles parties donc des mécanismes de l'article 6.4. Et là, ce n'est que jusqu'en 2025. Alors, pour revenir sur la question relative donc au programme d'activité, effectivement, il y a des dispositions qui comprennent par exemple l'article numéro 5 en vue de prioriser et d'accélérer le travail méthodologique et d'autres exigences sur les programmes d'activité qui seront faits dans d'autres domaines. Alors, on espère que cette question sera donc adressée au cours des réunions qui seront spécifiées par rapport à l'article 6.4. Je vous repasse le micro. Merci, Gage. Parfait. Alors, on revient sur Michael. Alors, Michael, je vous pose deux questions. Voilà, on veut profiter un peu de la réduction des transitions. La question numéro 1. Qu'est-ce qui comprend pour suivre les intrants pour la réduction climatique estimée? Et la deuxième question, c'est quels sont les voies et moyens par rapport aux méthodologies actuelles qui peuvent être améliorées ou changées? Merci infiniment. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit au préalable, sur les facteurs que nous avons, tels que la consommation donc de combustible, aussi bien que la fraction concernant la biomasse. Il y a des facteurs donc d'émission et il faut donc regarder les différents facteurs conformément donc aux normes concernant le type de combustible. Alors, il y a beaucoup de points spécifiques ici à noter. D'abord, selon la méthodologie CDM, sur la partie émissions, concernant par exemple le feu de bois, ici, je peux dire que c'est une combinaison, n'est-ce pas, de combustibles fossiles. Et ceci est parce que les restrictions à cause des origines scientifiques, mais aussi du fait que c'est une restriction. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être l'utilisation des facteurs d'émission. Il faut donc apporter certaines solutions, par exemple l'utilisation donc des meilleures technologies et des meilleurs combustibles, n'est-ce pas, pour le facteur d'émission. Pour les facteurs d'émission qui sont utilisés pour n'importe quel fourneau, par exemple, peut-être le CDM prendra en compte le combustible carbone, combustible, tant pour moi, ou bien le feu, le bois, n'est-ce pas, de chauffage.
Et il y a davantage de données, n'est-ce pas, pour nous aider donc à dégager le facteur d'émission selon le type de technologie qui existe. Donc, il est toujours très bien de procéder à la mesure directe, n'est-ce pas? Voilà, sinon ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Voilà donc ce qu'il faut dire concernant les facteurs d'émission. Alors, pour la consommation de combustible, généralement, ce qu'on fait concernant donc l'étude des bases de consommation, et selon les meilleures pratiques, on peut le faire directement avec certaines fractions, à travers des sondages ou à travers des voies pour mesurer directement la consommation ou l'estimation de consommation de ce combustible. Alors, il y a aussi d'autres nouvelles méthodes, des méthodes améliorées qui nous permettent donc de prendre en compte ce système. Par exemple, les émissions. Enfin, sur le terrain, nous avons des bonnes pratiques qui nous permettent donc de trouver des technologies beaucoup plus intelligentes pour mesurer exactement la quantité qui est émise. Mais il peut également avoir des outils spéciaux qui nous permettent donc de comprendre le changement dans l'efficacité par rapport à la technologie de base et les technologies de projet. Voilà, il y a des voies beaucoup plus dites smart pour mesurer cela. Alors, le troisième, c'était sur la fraction donc de la quantité de biomasse. Aujourd'hui, l'utilisation, donc la méthode est la plus simple, les calculs. Nous avons donc un certain nombre d'estimations pour changer donc l'actualisation. Ça peut également être une opportunité. On peut donc utiliser de meilleures estimations qui est beaucoup plus granulaire, ce qui prend en compte un système beaucoup plus modulaire sur la demande de biomasse. Et il faut également examiner le changement au fil du temps. Voilà, c'est ce qui nous permet donc d'avoir une estimation sur les énergies renouvelables. Great. Great. Thank you, Mike. Merci, Michael. I think we are going to go back to Gaj. Alors, revenons sur Gage. Gage, vous avez la prochaine question. Gage, la question qui vous est posée est la suivante. Est-ce qu'il existe des dispositions sur le renforcement des capacités pour les parties hautes, n'est-ce pas, par rapport à l'article 6 et 6.2? Merci, Elisa. Effectivement, il y a des dispositions dans l'article 6.4, mais également 6.4, c'est-à-dire les centres de collaboration régionale au niveau du secrétariat en consultation avec les parties sont requis, n'est-ce pas, de fournir de l'aide, et ceci étant pour mettre en place des mécanismes institutionnels pour répondre aux différentes exigences de reporting, aussi bien que de monitoring, mais aussi pour mettre en place une référence de base, et donc la participation des gouvernements sur, par exemple, le mécanisme de marché, etc. Ça pourrait également être dans les projets actuels de CDM. Donc, il y a beaucoup de dispositions en la matière. Il y a même des dispositions budgétaires qui ont été incluses pour accompagner les pays, n'est-ce pas, pour engager cette transition et saisir ces opportunités. Merci, Gage. Voilà, nous avons une autre question. Gage, Michael, peut-être vous deux à la fois. Est-ce que vous pourrez peut-être commenter par rapport à cette question ou bien l'un d'entre vous? Alors, la question est comment s'assurer que les méthodologies soient favorables à l'énergie et des méthodologies qui sont favorables à l'agriculture, aux ressources forestières, toute autre méthodologie. Comment est-ce que ça peut être compatible, n'est-ce pas, à la mise en œuvre donc des projets de cuisson propre? Alors, par rapport au système MRV, comment est-ce que l'activité peut avoir un impact sur l'énergie et la dégradation donc des forêts? C'est donc un véritable problème pour les pays, y compris l'atténuation, n'est-ce pas, des cibles telles que les initiatives de cuisson propre. Moi, je pense que c'est Gage qui est beaucoup plus habilité à répondre à cette question, n'est-ce pas? Bon, en général, on ne peut pas faire un double comptage par rapport à le secteur énergétique donc de ménage, aussi bien que la réduction donc énergétique.
et l'impact sur les ressources forestières, etc. Donc, comment incorporer cela dans les projets directs? Mais je préfère que Gage réponde à cette question. Je pense qu'il existe des outils, n'est-ce pas, Gage? Oui, effectivement, c'est une question très pertinente. Ça montre également l'importance de ce genre de forum. C'est une question très pertinente parce que les économies, aussi bien que le combustible forestier, sont donc dans le portfolio du foncier, du portfolio forestier, mais ça fait également partie donc du secteur énergétique. Lorsqu'on parle des combustibles, n'est-ce pas, utilisés donc dans les cuissons, et par rapport aux contributions déterminées au niveau national, ce que les pays veulent donc utiliser l'approche coopérative ou à travers le financement climatique ou à travers les différentes façons de mise en œuvre. Tout dépend donc du financement climatique ou bien de l'approche coopérative selon les exigences donc du MRV. Et ceci dépend également de la méthodologie qui est employée. Actuellement, les méthodologies qui étaient utilisées selon le protocole donc de Kyoto du secteur privé consiste donc à faire les collectes des données sur le terrain et d'autres ont été bien abordés par Michael. Voilà, donc c'est toute une intention, n'est-ce pas, d'utiliser toutes ces exigences pour connaître la référence de base qui serait mise en place et pour suivre la mise en œuvre du projet selon le type de technologie employée. Voilà, donc toutes ces choses entrent en jeu. Mais encore, c'est un domaine très compliqué. Même selon le protocole de Kyoto, il y avait cette question selon laquelle les facteurs d'émission de carbone pour les bois combustibles ne peuvent être utilisés pour des projets concernant la cuisson propre. Voilà. Il y avait donc une solution qui a été utilisée selon le système de Kyoto, c'est-à-dire ce facteur dont Michael a mentionné. Mais jusque-là, nous ne savons pas exactement quelles sont les méthodologies à venir. Par exemple, est-ce qu'il peut y avoir des directives concernant la suite de l'article 6.4, bien des directives qui conseillent donc d'utiliser les meilleures technologies qui sont utilisables dans le programme d'activité conformément à l'article 6. Alors, bien que les pays n'appliquent pas ces méthodologies à part entière, ces derniers peuvent également s'accorder avec les pays participatifs pour utiliser les méthodologies et les approches. Mais il est toujours mieux, n'est-ce pas, de disposer donc d'une approche harmonisée à travers les différents mécanismes. Et c'est un domaine très important. D'autre part, la quantité, n'est-ce pas, des émissions pour le domaine donc, des combustibles peut constituer donc à la portion des émissions du secteur, n'est-ce pas, de cuisson propre. Ceci s'avère généralement moins important pour beaucoup de pays. Ceci est donc une information très importante à prendre en compte. Et en fait, c'est un domaine qui nécessite une attention particulière. Et il existe des paramètres permettant donc de contrôler, n'est-ce pas, ce système. Elisa. Écoutez, moi je pense qu'ici c'est beaucoup trop compliqué. C'est donc le facteur motivant donc, de cette organisation pour se consolider, pour essayer d'identifier le besoin sur le soutien technique. Nous espérons que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire tout le monde qui a participé à ce webinaire. Sur ce, je vais passer la parole à Donnie pour clore. Oui, merci infiniment, Elisa. Merci à tout le monde qui a participé. En tout cas, à chaque fois, quand j'écoute Cage en train de parler, je constate que il y a beaucoup de choses très compliquées. Il y a beaucoup de choses
n'est-ce pas, avec le groupe que nous avons ici, nous pouvons apporter du soutien aux pays, des pays qui recherchent à inclure la cuisson propre dans le cadre donc, de leur contribution déterminée au niveau national. Alors, les prochaines étapes, c'est l'email de l'équipe, n'est-ce pas, l'équipe climat, donc le CCA. On va donc vous envoyer beaucoup plus de détails et si votre pays est intéressé à participer, veuillez donc remplir ce lien qui a été envoyé dans le chat. Nous allons donc essayer de faire de notre mieux pour accompagner les pays qui sont intéressés pour avoir de l'appui par rapport à ce domaine. Encore une fois, merci infiniment ceux qui ont participé, ceux qui ont rejoint le webinaire. Nous espérons donc garder le contact, passer une bonne soirée, une bonne nuit, un bon après-midi, peu importe où vous soyez. Merci.